et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du CRFPA 2024 et plus exactement de l'épreuve de droit social. J'ai passé l'examen du CRFPA 2023 en spécialité droit social, j'ai fait un master 1 en droit social et j'ai fait mon stage en cabinet d'avocat en droit social. Donc c'est une matière que je maîtrise un petit peu et j'étais très contente de pouvoir m'exercer sur le sujet CRFPA 2024. Toutefois, je tiens à rappeler que ceci n'est pas une correction. Je ne suis pas correctrice du CRFPA, je ne suis pas avocat, donc à prendre avec des pincettes. Le but, c'est tout simplement de pouvoir partager ensemble nos idées autour de ce sujet CRFPA 2024. Tout ce que je dis peut avoir des imprécisions. Vous pouvez tout simplement le mettre en commentaire si vous avez d'autres idées, si vous trouvez que mon plan peut-être manque d'éléments, si vous trouvez que c'est plutôt bien. Enfin, n'hésitez surtout pas à partager votre propre plan, tout en bienveillance, c'est très important pour moi. Donc c'est parti, sujet droit social CRFPA 2024. Alors le sujet en droit social 2024, comment je l'ai trouvé? Je trouve que c'est une épreuve qui est toujours un peu longue en droit social, on a des sujets souvent assez longs. Pour autant, au niveau de ce qui était demandé, ce que j'aimais bien, c'était la répartition des points qui était assez bien fait. Il n'y avait pas une question sur 10 points, c'était relativement aéré en termes de points, donc c'était rassurant en tout cas. Si jamais on n'arrivait pas à répondre à une question, on ne perdait pas trop de points d'un coup. L'année dernière, on avait une grosse question sur 10 points, c'était une question un peu ouverte, donc c'est vrai que c'était un peu plus compliqué de savoir, de tout balayer pour avoir tous les points. Au niveau des thématiques qui étaient abordées, j'ai pas trouvé ça particulièrement délicat, compliqué. On reste sur des choses qui restent assez simples. Ça veut pas dire que le sujet était facile, hein, attention bien entendu, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait de gros pièges. Et sur une des questions d'ailleurs, c'est la première, je trouve qu'il y a quand même une forme de guidage, de bienveillance que laisse transparaître en tout cas la commission. Donc c'est parti, première question, premier cas, le grand 1. Donc on était sur une agression, sur du harcèlement, sur des propos racistes, des insultes et ensuite une bagarre consentie entre deux salariés. Une bagarre qui se situait dans une rue ou en tout cas devant l'entreprise si j'ai bien compris, là où sortent les clients de l'entreprise. Donc ça, c'est pas un élément à laisser de côté. Ça a pas mal d'importance. Il y a une question aussi de caméra de surveillance qui semble importante. Et notamment sur la question des caméras de surveillance, on nous l'évoque dans le cas. Et dans la question, ils nous le remettent. Donc je trouve quand même que c'est assez sympa de nous faire le warning de hey, vous vous souvenez, on a parlé de ça. Alors qu'en vrai, ils auraient pu tout simplement vous dire l'employeur peut-il contester, point, et voir si vous pensiez ou pas aux caméras de surveillance. Mais là, ils ont justement insisté sur ça, donc j'ai trouvé ça assez sympa de leur part quand même. Alors, de quoi j'ai parlé dans ce grain? Je reprends un petit peu toute ma fiche. Ce que j'ai fait, c'est que dans mon grand 1, dans le cas 1, j'ai fait grand A, Monsieur Lefranc, et grand B, Monsieur Sadri, parce qu'en fait, ça me permettait de bien distinguer les deux salariés et de voir si on pouvait ou non les licencier, comment ça se passait. Alors, pour Monsieur Lefranc, donc Monsieur Lefranc, c'est celui qui insulte Monsieur Sadri. Grand 1, je veux parler des insultes, avant même de parler de la bagarre, je veux parler des insultes racistes dans une entreprise. Donc, c'est une exécution déloyale du contrat de travail. Bien entendu, tout ce qui est discrimination, c'est très protégé par le droit du travail. Est-ce que c'est une faute grave? En droit social, il y a le licenciement personnel, le licenciement pour motif économique. Donc là, on est bien sûr sur un licenciement pour motif personnel qu'il faut rappeler. Ensuite, est-ce qu'on est sur une faute grave, les insultes racistes? Oui, là, il y a beaucoup de jurisprudence. Donc oui, on est sur une faute grave. Donc par rapport à ça, je pense qu'il n'y a pas trop de choses à rajouter. On peut licencier un salarié qui insulte un autre salarié, notamment en vertu de la protection des libertés fondamentales. Je pense que par rapport à ça, on peut évidemment le mettre à pied à titre conservatoire et ensuite le licencier. Enfin, en tout cas, il y a pas mal de mesures qu'on peut mettre en place. Mais sur le licenciement, puisque c'est la question, je pense qu'il n'y a pas trop de doute par rapport à ça. Ensuite, en petit 2, le RICS, en tout cas la bataille là, qui a eu lieu devant l'entreprise entre les deux salariés. Donc pareil, ça on le traite, en tout cas moi je l'aurais traité encore à part entière. Est-ce que c'est une faute grave? Est-ce que c'est une faute lourde? Ici, je pense qu'on aurait pu se poser les deux questions. Pourquoi la faute lourde? Parce que ça porte atteinte à l'image de l'entreprise de se battre devant l'entreprise. Donc est-ce qu'il y a une volonté de nuire à l'employeur? Ça se discute, mais en tout cas, moi, je l'aurais discuté dans mon cas.
parce que je trouve que voilà, il y a un petit élément qu'on aurait pu soulever, que je trouve pas inintéressant. Donc en définitive, que ce soit les insultes et que ce soit la bagarre, pour moi, il n'y a pas trop de doute que Monsieur Lefranc peut tout à fait faire l'objet d'un licenciement pour motif personnel et plus exactement pour faute grave, voire faute lourde. À voir ce que vous aurez tranché. Bon, la faute lourde, c'est toujours un peu plus compliqué à démontrer, etc. Mais pour moi, il y a quand même un élément qui n'est pas négligeable au niveau de la zone dans laquelle se situe la bagarre. Alors, ensuite, en grand B, donc cette fois, c'est le cas de Monsieur Sadri. Donc ici, pareil, je découpe en 2 temps. Grand 1, enfin petit 1, risque de licencier un salarié victime d'insultes. Donc on se pose la question de savoir si on peut licencier les salariés. Donc ici, on licencierait un salarié qui, en tout cas, fait l'objet de menaces, d'insultes. Pour moi, c'est hyper dangereux de procéder à un licenciement parce que même s'il s'est battu, il reste néanmoins un salarié qui a été victime d'insultes. On est employeur, on est censé protéger nos salariés. Donc pour moi, il y a quand même un gros warning à faire par rapport à ça. Et j'aurais expliqué ce qu'entraîne en fait un licenciement nul. Donc c'est-à-dire, ça a des coûts non négligeables pour l'employeur. Donc pour moi, Monsieur Sadri, il faut faire attention à le licencier. Au niveau du RICS, est-ce que c'est une faute grave, une faute lourde ? Pour moi, la question se pose un peu moins parce que oui, c'est une faute grave en soi, mais le licencier pour ça, on revient à ce que j'ai dit initialement. La mise à pied est peut-être plus appropriée ici pour s'être battu. Je pense que c'est plus intéressant, moins risqué pour l'employeur. Donc pour moi, Monsieur Sadri ne devrait pas faire l'objet d'un licenciement. Peut-être d'une mise à pied. Ouais, je pense que ça peut être intéressant de l'évoquer. Mais il faut être très très vigilant vis-à-vis des sanctions qu'on applique à un salarié qui est victime en fait de harcèlement ou encore d'insultes raciales parce que ici l'employeur peut se reprendre un coup de bâton et on peut lui opposer en tout cas le fait qu'il n'ait pas suffisamment protégé son salarié. Donc être très 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 vigilant à cela. Et enfin, pour conclure un peu tout ça, j'ai évoqué un thème, c'est l'abandon de poste. L'abandon de poste, pourquoi j'en parle ? Parce qu'en fait, les salariés ont volontairement quitté leur poste de travail pendant le travail afin de se battre. Donc, ils ont quitté volontairement leur poste de travail, leur travail. Et pour moi, on peut l'évoquer, l'abandon de poste. C'est vrai que l'abandon de poste, il y a plusieurs définitions. Et ça peut être notamment le fait de quitter son travail à nombreuses reprises, sans autorisation. Ou alors, il y a également la possibilité de qualifier un abandon de poste si un salarié quitte son travail sans l'autorisation de son employeur. Et ici, on a quand même le cas, on a les 2 salariés et ils ont bien insisté sur le fait qu'ils ont quitté volontairement leur travail pour aller se battre. Pour moi, ça peut être en tout cas évoqué l'abandon de poste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aurais évoqué à titre subsidiaire parce que moi j'y ai pensé, donc je me suis dit que si j'y avais pensé, potentiellement le correcteur aurait pu également y penser. Donc voilà pour cette première partie. Donc partie 2 sur cette fois les caméras de surveillance. Alors en ce qui concerne l'exploitation des caméras, moi j'aurais évoqué dans un grand 1 le principe. Le principe c'est qu'on met des caméras de surveillance, c'est possible, mais attention, il faut que les salariés CSE soient avertis de ça. Donc ça c'est le principe. Et si le CSE ou les salariés ne sont pas informés, dans ce cas-là, on parle tout simplement d'illégalité de la captation d'images et qu'on ne pourra pas l'exploiter devant un tribunal. Ça, c'est le principe et je l'évoquerai. Ensuite, en exception, il y a un arrêt du 14 février 2024. J'imagine que c'est l'arrêt que vous avez pas mal utilisé ici. Donc en fait, ici, c'est possible de prendre en compte les caméras de surveillance de l'employeur, mais uniquement, et c'est l'arrêt qui nous le dit, dès lors que c'est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur. Et ici, il va falloir le démontrer en fait. Est-ce que c'est indispensable ? Et ici, je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue que l'exploitation de cette caméra de surveillance soit indispensable pour savoir qui est coupable de quoi. De toute manière, ils se sont battus. Il y a des constats médicaux puisqu'ils sont tous les 2 été chez le médecin. Il y avait des clients, donc il y a certainement des témoins. Pour moi, c'est un peu compliqué d'affirmer que c'est nécessaire au droit à la preuve parce qu'en fait, ici, la question n'est pas de savoir qui a tort et qui a raison, qui a frappé le premier, mais de savoir finalement si ces caméras de surveillance sont nécessaires. Et pour ma part, ça va être beaucoup plus difficile à produire pour l'employeur. Donc je serais plutôt partie sur la négative sur cette question. À présent, le cas numéro 2 sur Monsieur Sadri.
un potentiel accident du travail. Donc ici, je n'ai pas trouvé la question particulièrement difficile. Qu'est-ce qu'un accident du travail ? Bon, on donne la définition de l'accident du travail. Ici, on se pose la question de savoir si vraiment ils étaient au travail, puisque la bagarre a eu lieu en dehors des locaux. Bon, sachant que la notion de lieu de travail peut être large, donc devant l'entreprise, ça peut être considéré comme sur le lieu de travail. Mais quelle que soit l'interprétation, de toute manière, l'article L411-1 du CSS nous dit bien quelle que soit la cause. Donc, quelle que soit la cause, ça peut très bien venir d'une bagarre. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. À quelle occasion ? Ici, ça peut être soit à cause des conditions de travail, puisqu'il y a eu un échange entre deux salariés, en tout cas, ça peut regrouper les conditions de travail. Donc, pour moi, ici, l'accident du travail peut très bien être proposé parce que la bagarre a eu lieu vraiment pendant le temps de travail, sur le lieu de travail, etc. Par contre, il y a le côté très spontanéité qui peut aussi être questionné parce que l'accident, ça arrive de façon involontaire. Enfin, maintenant, ça arrive d'un coup. Là, on a quand même Monsieur Sadri qui a volontairement été devant l'entreprise pour se battre. Donc, est-ce que cet élément-là peut mettre à mal, en tout cas, la qualification de l'accident du travail ? Peut-être, c'est une question à soulever. C'est pas grave si on n'y répond pas par la positive ou la négative. En tout cas, c'est une réflexion qu'on peut soulever. Et sur la faute inexcusable de l'employeur, en fait, ça dépend, encore une fois, s'il y a eu des informations qui ont été transmises à l'employeur, qu'on a prévenu l'employeur qu'il y avait des insultes, qu'il y avait des menaces, etc. envers un salarié, et s'il n'a rien mis en place. Alors oui, s'il n'a rien mis en place, évidemment, on peut tout à fait qualifier une faute inexcusable de l'employeur. Mais bon, si on n'a pas d'autres éléments, puisque dans le cas c'était assez furtif, on ne peut pas trop répondre par oui ou par non. Par contre, il faut faire les deux hypothèses. Comme ça, on montre au correcteur qu'on a compris ce que c'était qu'une faute inexcusable. Mais j'aurais pas beaucoup plus développé que ça. La question est sur 4 points, donc voilà. Ensuite, cas numéro 3, on est sur les élections cette fois-ci. Donc, j'ai fait ABC en fonction des entreprises. Donc, A, Marseille, B, Lille et C, Bordeaux. Donc, sur Marseille, la communication des listes des votants. Donc, ici, la question est de savoir si on peut mettre à mal les élections puisqu'il y a une communication de la liste des votants. Donc on a l'article R 2314-16 du Code du travail qui prévoit que les listes d'émargement ne sont pas accessibles. Mais toutefois, il y a un arrêt de 2023, du 20 septembre 2023, qui nous dit que l'irrégularité résultant de la transmission directe par l'employeur après la clôture des scrutins de la liste d'émargement à la demande d'une partie intéressée n'est pas susceptible d'entraîner en elle-même l'annulation des élections. Donc, je pense qu'on peut être assez rassuré par rapport à ça. Ça va pas entraîner une nullité. Ça peut être remis en question, mais une nullité, ça risque d'être un peu fort pour la communication de cette liste. Dans le grand B, cette fois, on va être sur l'égal accès au vote. Donc ici, il y a un arrêt du 1er juin 2022 qui est assez intéressant, que vous pouviez en tout cas exploiter, que moi j'ai exploité. Donc ici, la Cour de cassation, elle rappelle que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin, à moins qu'elles soient contraires aux principes généraux du droit électoral, ne constituent une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur les résultats de l'élection. Donc ça, c'est hyper important, c'est un élément à bien prendre en compte pour répondre à la problématique qui nous était posée. Donc finalement le vote de monsieur Ledru, est-ce que vraiment il était déterminant? Est-ce qu'il aurait changé quelque chose? Pas vraiment. Après effectivement il n'a pas pu bien voter comme il le souhaitait, donc il faut vérifier si tout a été mis en œuvre pour que le salarié en tout cas puisse avoir accès au vote, mais en tant que tel ça ne peut pas vraiment constituer à mon sens en tout cas une nullité du vote pour autant. À voir en fonction des arguments que vous avez. Encore une fois, moi j'ai fait le cas beaucoup plus rapidement que ce que vous avez fait. Donc ça dépend encore une fois votre argumentaire et le raisonnement que vous avez eu. Pour le C, pour le coup, j'ai eu un trou. Donc je vous laisse tout simplement mettre en commentaire ce que vous pensez de la situation pour l'établissement de Bordeaux.
en vue du scrutin qui s'est prolongé sur quelques heures. Au premier abord, je dirais que ça pose pas de problème en soi, puisqu'il y a eu des problèmes de connexion. Mais encore une fois, si vous avez la JP, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, ça m'intéresse grandement. Ensuite, et enfin, sur le dernier cas, donc le cas numéro 4, on est ici sur une expertise, donc le droit des expertises, effectivement le principe, ici il faut le rappeler, c'est que c'est 100% à l'employeur sur les expertises légales. Et il y a une possibilité de répartir à 80% et 20%. Et il y a également une possibilité pour le CSE, en tout cas, de faire des expertises à sa charge entièrement. Donc ici, il faut rappeler que, en fait, ce qui se passe, c'est que l'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires. Ensuite, l'employeur a 5 jours pour répondre à la demande. Il y a une notification à l'employeur, le coût prévisionnel, l'étendue de la durée de l'expertise dans un délai de 10 jours, voilà, à compter de la désignation. Et ensuite, il y a une contestation qui est tout à fait possible de la part de l'employeur devant le tribunal judiciaire. L'employeur a 10 jours en fait pour contester le coût à compter de l'événement, donc ça c'est important. La saisine, elle va suspendre l'exécution de la décision et le juge doit statuer dans un délai de 10 jours en référé. Donc finalement, si on reprend les dates ici, l'expertise a eu lieu le 23 juin 2024 et au moment de la réception de la facture, c'est le 18 juillet 2024. S'il n'a pas du tout eu la possibilité d'avoir accès au coût prévisionnel, je pense qu'ici il peut vraiment remettre en cause l'expertise. S'il a eu accès au coût prévisionnel, dans ce cas-là, le 23 juin, il avait un délai de 10 jours. Et sinon, c'est, j'imagine, en tout cas, à compter de la facture le 18 juillet, s'il n'a absolument pas eu de facture, de proposition de coût, je ne sais quoi, qui devait être due, en tout cas, avant la mise en place de l'expertise. Donc voilà, tout ça, ça se discute en fonction des données, parce que, encore une fois, en droit social, les sujets sont longs et souvent, finalement, très peu détaillés. Donc, c'est beaucoup d'hypothèses à faire. Donc ici, il y avait pas mal de petites hypothèses, mais il ne fallait pas trop s'éterniser. Il fallait vraiment faire hypothèse 1, l'employeur est au courant à telle date. Hypothèse 2, l'employeur n'a pas été mis au courant des coûts à telle date. Et faire un syllogisme à chaque fois en essayant d'être assez rapide. N'hésitez pas à mettre ce que vous avez mis en commentaire de la vidéo, parce que moi, ça m'intéresse énormément. Encore une fois, j'ai fait le cas assez rapidement chez moi en le regardant, vite fait des petites recherches par-ci par-là. Je n'ai pas fait consciencieusement avec un code, etc. Donc vous avez certainement plus de jurisprudence que moi par rapport à ça. Donc n'hésitez pas vraiment à le mettre en commentaire pour permettre aux étudiants qui regardent la vidéo d'avoir d'autres retours que le mien. Donc voilà pour l'épreuve de droit social, donc une épreuve qui était certes longue, mais ça c'est tout le temps le cas en droit social, mais que j'ai pas trouvé infaisable. Les thèmes étaient assez originaux. Je trouve qu'en termes de difficulté, on est à peu près comme l'année dernière, sauf que la répartition des points pour cette année était quand même plus sympathique que nous l'année dernière, où on avait vraiment un sujet sur 10 points. Là, ici, c'était quand même un petit peu mieux réparti. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé en tout cas de ce sujet. Tout ce que je vous ai dit n'est absolument pas une correction.